Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Africa Newsroom qui traite de la souveraineté territoriale et du développement durable de l'île Maurice. Et nos invités pour en débattre, nous avons en duplex de Paris Grégory Sinelli, analyste politique. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Marcel. Merci, bonjour. Nous avons également Michel Beta, fondateur du quotidien Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci Marcel, c'est moi qui vous remercie. C'est nous. Et Victor Djokoui, journaliste. Bienvenue sur ce plateau. C'est un honneur. Messieurs, je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction sur la souveraineté des îles Chagos et on en discute juste après. Le 27 février 2026, le gouvernement mauricien a annoncé la suspension immédiate de toute relation diplomatique avec la République des Maldives en réaction à la décision maldivienne de ne plus reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. En toile de fond, l'accord conclu entre Port-Louis et Londres ravive les tensions autour de ce territoire stratégique de l'océan Indien. Pour le gouvernement mauricien, il s'agit avant tout de défendre ses intérêts nationaux et de faire respecter le droit international, un principe au cœur des revendications africaines sur les héritages coloniaux. La rupture des relations diplomatiques entre l'île Maurice et les Maldives a pour conséquence de priver chaque île d'un partenaire économique de premier ordre, mais surtout de rompre la paix qui régnait au niveau de cette région de l'océan Indien, région qui constitue une route maritime de premier ordre et dont les relations apaisées entre différentes îles et archipels constituent une condition pour la fluidité du commerce maritime au niveau de cette route. Dans le même temps, le Conseil des ministres mauricien s'inquiète du retard du processus législatif britannique concernant le projet de loi relatif à la base militaire de Diego Garcia et au territoire britannique de l'océan Indien. Les autorités mauriciennes rappellent que l'application de ce test dépend d'un accord entre le Royaume-Uni et les États-Unis, deux autres accords majeurs dans cette zone hautement stratégique. Pour Maurice, le dossier des Chagos dépasse le cadre bilatéral. Il engage la stabilité régionale et la reconnaissance pleine et entière de sa souveraineté. Tant que la justice britannique, qui donne l'impression d'obéir beaucoup plus à un agenda d'un pays tiers, les États-Unis, ne prendra pas une décision rapide par rapport à ces dossiers, ce sont les originaires de l'île des Chagos qui continueront à vivre dans le provisoire, un provisoire qui dure déjà depuis plusieurs décennies. Sur le plan judiciaire, l'affaire connaît également un nouveau rebondissement, saisi par le collectif des Biot Citizens. La Cour de l'administration du territoire britannique de l'océan Indien a reporté au 13 mars 2026 la suspension de l'ordonnance d'expulsion visant certains habitants. En attendant l'examen du dossier sur le fond, la juridiction a interdit tout nouveau transfert sur les îles Chagos. Une décision provisoire mais lourde d'enjeux humains et politiques qui maintient le dossier chagosien au centre des préoccupations bien au-delà des frontières mauriciennes. C'était le reportage de la rédaction sur la souveraineté des îles Chagos. Grégory Sinelli, je me tourne vers vous. L'État mauricien a officiellement rompu justement les relations diplomatiques, ses relations diplomatiques avec Maldives le 27 février. Alors, réaction sur ce fait. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est un peu un processus un peu logique au regard du contexte ambiant. Ce qu'on peut dire de manière un peu plus déjà élargie, c'est que là où on croyait que l'année dernière, on était face à un épilogue par rapport à l'île Chagos, l'archipel des îles Chagos, on voit que si proche du but que tout est remis un peu en question avec une dimension un peu multifactorielle, puisque aujourd'hui, on sait que le sujet sensible de l'île de Diego Garcia, avec notamment une présence, on va dire, tripartite entre Maurice, la Grande-Bretagne et les États-Unis, fait que tout est suspendu. Et donc, on est encore à nouveau dans une expectative sur une, euh, une antériorité de ce conflit qui remonte déjà depuis les années 60. Donc, on voit, et il y a de fortes raisons et de quoi s'inquiéter
pour les autorités mauriciennes. Alors, Michel Betta, réaction? Oui, j'ai vu ça, la première réaction, je me suis dit: «Ah, encore, les Africains sont en train de lutter pour leur indépendance territoriale, occupée encore par les puissances occidentales». Mais en même temps, j'en arrive à la au constat qu'ils ne sont pas prêts à céder véritablement cette île-là à Maurice, puisque, dans les traités, comme ils l'ont dit, c'était acquis. C'était sur ça même le premier ministre sortant avait basé sa campagne présidentielle future, mais quand ça a été bloqué, on a vu qu'il n'avait plus l'assentiment des populations. Donc c'est un problème épineux, d'autant plus que même les Chagossiens, eux-mêmes veulent maintenant occuper leur île, hein, sans l'île Maurice. Donc, j'ai dit, la question prend des proportions multiformes. En plus des groupes de l'île de Diego Garcia que les Américains et les Britanniques ne veulent pas libérer dans la partie des Chagos, il y a aussi les Chagossiens eux-mêmes qui veulent désormais qu'eux-mêmes soient propriétaires de leur île. Donc, je dis, la question est tellement multiforme que nous qui sommes un peu loin, on s'interroge comment elle va trouver des solutions qui soient non conflictuelles, non, je dis militaires, parce que je vois très mal l'île Maurice en train d'affronter la Grande-Bretagne. Donc, la question, au niveau juridique, le problème prend une proportion qui sera difficile à solutionner. Et effectivement, l'île Maurice menace justement de saisir, la justice contre le Royaume-Uni en raison du retard, dans la ratification de l'accord portant sur, l'archipel des îles Chagos. Oui, Victor. oui, Michel, c'est pas la première fois que l'île Maurice saisit la justice. Ce qui me surprend un peu dans, 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 dans le déroulé de cette situation, c'est que l'ONU elle-même avait déjà donné l'autorisation à Maurice de récupérer des mains de la Grande-Bretagne les îles Chagos. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est ici en face. Mon frère et ami Beta posait le problème de la lutte des Africains pour leur indépendance, mais justement, ici, ce n'est pas une simple lutte de l'indépendance, mais il y a des intérêts stratégiques qui sont en jeu. Vous savez que la situation de l'île Maurice et essentiellement de l'archipel de Chagos est telle que aujourd'hui les États-Unis ne peuvent pas s'en passer. Surtout que les Ils États-Unis. peuvent la menacer plus ou moins. Voilà, tout à Ouais, fait. ça va. Tout à On fait. laisse Victor. Les États-Unis sont complètement engagés dans une lutte d'expansion et de récupération des. Si vous voulez, vous savez, on a le problème de Groenland qui n'est pas encore achevé. Et justement, le problème des Chagos ressemble très pour très à ce problème-là. Donc, tant que les Chagos vont représenter un intérêt euh, stratégique important, comprenez qu'on sera toujours dans cette lutte-là. Mais bon, il faut que l'île Maurice continue de lutter parce que c'est à force de lutter qu'on obtient. Grégory, je me retourne vers vous justement. Est-ce que cette action en justice, annoncée par l'île Maurice, pourrait porter fruit? Oui, pouvez repréciser la question? J'ai pas bien entendu, excusez-moi. Est-ce que cette action en justice, annoncée par, l'île Maurice pourrait porter des fruits? Bah, oui, de toute façon, la question, c'est que, il faut toujours maintenir une certaine pression et tant qu'on ne sera pas dans la finalisation effective, notamment de l'occupation à nouveau, et la rétrocession, des îles Chagos, eh ben, il faudra poursuivre, il faudra qu'il y ait une continuité, aussi bien au niveau diplomatique qu'au niveau de l'influence, politique, des autorités mauriciennes. Mais moi, ce que je pense, c'est que bien évidemment, là, on voit la forte appétence, des Maldives. On voit que c'est un peu les grands sujets, je pense, dans les relations internationales, la question géostratégique et notamment, des zones économiques, exclusives et ça, de manière globale et générale, je peux en parler moi-même, par rapport à Madagascar aussi, qui est dans un conflit avec la France, concernant les îles Éparses. On voit qu'il y a un enjeu vraiment, très important qui va être je pense, de manière croissante et je pense que l'actualité même, si on a un regard, international et géopolitique, notamment avec ce qui se passe, avec la guerre en Iran, forcément, bah, la question géostratégique revient, sur le devant de la scène.
Michel, cette décision contestée par les Maldives, qui estiment justement que les plans du Royaume-Uni n'étaient pas suffisamment fondés sur, des préceptes de droit, international. Non, ça c'est une immixtion dans un sujet qui a été visiblement déjà résolu, puisque quand la Grande-Bretagne prenait le contrôle de l'île, ils ont rapatrié une bonne partie de la population en Maurice. Donc c'est dit que, en fait, quand ils rétrocèdent, c'est aux Chagossiens qui sont sur l'île Maurice, qui sont population intégrante de l'île, à qui on rétrocède ça. Donc je ne vois pas où les Maldiviens viennent à s'impliquer dedans. Bon, c'est dit que quand il y a un gâteau et lorsqu'il s'agit de le partager, chacun vient pour voir comment il peut tirer aussi un peu vers lui. Donc aujourd'hui, c'est une immixtion dans un sujet que moi je pense qu'il avait déjà trouvé une solution, mais on se demande jusqu'où les Maldiviens sont prêts à aller dans cette conquête de vouloir imposer aussi leur veto sur l'île de Chagos. Bon, on se demande bien, mais jusqu'ici, ils n'ont pas fait sortir leur courroux, ils n'ont pas, en dehors de l'occupation, ils n'ont pas fait menacé de quelque manière que ce soit de venir s'approprier cette île-là. Mais je crois que l'île Maurice est plus concentrée sur cette rétrocession-là par la Grande-Bretagne que la question avec les Maldiviens. Parce qu'il s'est dit, si le jour que la Grande-Bretagne accepte effectivement de céder l'île, ils n'auront pas trop à faire avec les Maldiviens parce que la Grande-Bretagne va les protéger pour qu'ils puissent occuper leur territoire. Victor, Oui, réaction? oui, déjà la Cour internationale de justice avait donné avant raison à Maurice. Ensuite, ils ont la caution de Human Rights Watch qui estime que laisser les Chagosiens dehors de leur territoire depuis des décennies n'est pas forcément une bonne chose. Bon, donc je veux dire, dès on a un poids comme Human Rights Watch et puis ensuite la Cour internationale de justice, il faut plutôt continuer de se battre. Le plus important, c'est que, vous savez, la guerre aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, c'est d'abord et avant tout un problème d'intérêt stratégique, c'est vrai, mais à côté de ça, il y a la domination que les États-Unis veulent faire sur le reste du monde. Et ça, forcément, ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Vous comprenez que normalement, en 2024, les 10 Chagos devaient être rétrocédés à Maurice. Puis subitement, on ne sait plus ce qui s'est passé. Donald Trump, à cause de cette guerre d'Iran, a demandé que cela ne s'efface pas. Et cela ne s'est pas fait. Vous comprenez qu'il y a cette domination des États-Unis sur le reste du monde qui fait que chacun, à son niveau, veut se battre pour s'en défaire. Et je pense que c'est dans cette lutte-là qu'on est. Donc, moi, je conseille beaucoup plutôt aux autorités de Maurice de continuer de se battre, de saisir toutes les instances internationales qui sont susceptibles d'être saisies, comme par exemple l'ONU, qui, à mon sens, connaît ce problème-là. Donc, en principe, qui peut y apporter une solution beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire et beaucoup plus juste. Grégory Sinelli, Maurice est classé parmi, les références en Afrique en matière de gouvernance, avec un niveau de droits de l'homme et un état de droit, solide. L'île Maurice est également reconnue pour une démocratie stable, effectivement, se classant 3e en Afrique subsaharienne. Réaction sur cette position de l'île? Bah, ce sont, des autorités qui d'un point de vue, historique, où il y a vraiment une vision politique avec, un plan, une politique de pouvoir public qui est très, très, très structurée et c'est pas étonnant, que Maurice soit une référence, en Afrique. Je pense que, Maurice peut s'ériger véritablement en un modèle et un paradigme tant sur le plan politique et économique parce que, avoir voulu déjà faire, cette place financière est indispensable, comme entrée, sur le continent africain, c'est l'une de ses forces, notamment, heu, voilà, on sait que 40 des IDE, les investissements directs à l'étranger passent par Maurice, ce qui en fait une référence. Elle a cette force, on en parlera certainement plus, en seconde partie d'émission, cette force avec le tourisme qui est une part importante de son PIB, c'est à 20 de son PIB. Donc, il y a aussi une politique aussi sociale, qui est menée à Maurice, qui en fait aussi, un État, très solide avec, Nadim Ramgoolam qui est très sensible sur ces questions-là. Notamment,
on va dire, le rôle d'un État-providence, hein, sur la question de santé, la question de l'éducation. Hein. L'éducation est gratuite à Maurice. Donc, tout ça fait que c'est une référence. Et je pense que Maurice, parce qu'elle a aussi des défis, hein, c'est un peu les Effectivement, problèmes, comment dire, on va y arriver dans la deuxième oui, partie. oui, c'est ça, c'est les problèmes un peu de riches pour un État qui est avancé par rapport au continent africain. Bah, c'est qu'avec cette possibilité de rétrocession des îles Chados, il y a cette ouverture d'un point de vue géostratégique et d'entrer véritablement dans le jeu diplomatique. Et ça, ce serait peut-être quelque chose de nouveau pour un pays africain, parce qu'on sait qu'il y a une forte convoitise finalement avec toutes ces puissances, que ce soit la Chine d'un côté, la Chine et l'Inde, pourrait-on dire, l'Occident et les États-Unis. Donc je pense que en plus d'avoir ce modèle-là, d'être un modèle sur le plan économique, sur le plan social et financier, il y a aussi cette possibilité maintenant d'avoir une place au niveau de la diplomatie et au niveau des relations internationales, ce qui serait un rôle totalement nouveau, je pense, pour un pays africain. Michel Betta, du point de vue de la représentativité des femmes en politique, à l'île Maurice, seulement 20 des sièges, au Parlement, sont occupés par des femmes et 14,3 des ministères étaient occupés, dirigés par des femmes. Un taux encore en dessous justement du taux de parité de 50 prôné par l'Union africaine. Oui, mais c'est pas seulement à Maurice. En Afrique, partout dans l'Afrique, c'est le constat. On reproche aux femmes de ne pas s'engager elles-mêmes parce que personne n'ira te prendre pour venir occuper des postes que tu n'as pas demandé, pour lesquels tu n'as pas lutté, pour lesquels tu ne t'es pas battu. Donc, je dis que moi, je pense que cette question-là même doit être plus posée aux femmes. Pourquoi vous ne vous engagez pas pour occuper les postes? Parce que ceux qui occupent les postes, c'est un engagement. Oui, il y a sûrement des femmes qui s'engagent. Oui, mais quand tu t'engages suffisamment, parce que ceux qui occupent, c'est pas, on les prend pas par rapport à leur sexe, hein, on les prend par rapport à leur engagement et à leurs compétences. Donc, c'est une question de compétences. De compétences. Bon, moi, je pense que les femmes souhaiteraient qu'on leur fasse plus de faveurs pour qu'elles viennent. Bon, là aussi, il faut analyser le type de faveurs qu'on peut leur faire. Voilà, parce que, en fait, tous, autant que nous sommes ici entre confrères, on peut le dire, c'est toi qui tiens le micro aujourd'hui, tu nous interroges. On aurait pu dire, mais pourquoi une femme nous interroge? Mais c'est parce que tu en as la compétence et tu t'es donné les moyens. Donc, c'est ça la grande question. Tu te donnes les moyens de pouvoir occuper le poste qui est là. Parce que personne ne donne quelque chose. On arrache tous. Et vraiment, moi, je crois qu'il faut inciter plutôt les femmes à faire plus d'efforts dans leur engagement social pour occuper les responsabilités qui sont aussi bien celles des hommes que celles des femmes. Parce qu'il n'y a pas de discrimination sur les postes. On ne dit pas bah, ce poste est dédié spécialement aux femmes. Il y a des femmes qui sont par leur combat, sont devenues premières ministres, sont devenues ministres, sont devenues présidentes. Donc, je dis que les femmes, la balle est dans votre camp. Grégory, réaction? Ouais, ce que je dirais, c'est que oui, c'est vrai que ça pourrait davantage faire l'objet d'un défi et d'une vision politique, un peu à l'image de ce qui se fait au Rwanda. Hein. C'est que c'est une référence par rapport au fait qu'il y ait des femmes au sein des autorités. Moi, je pense qu'en politique, et peut-être que du coup, ça sera un peu dans la continuité de ce qu'a dit, ce qui a été dit sur le plateau, c'est que je pense qu'il y a il y a une vision qui est portée par Maurice, et c'est important que l'ensemble de la population, y compris les femmes, s'inscrivent dans cette vision politique. Parce qu'il y a des besoins au niveau de Maurice. Maurice, on sait que une économie qui est très tributaire des importations, elle apporte beaucoup de choses, et donc il faut réduire ces importations parce que ces importations, on sait que ça a des incidences sur le plan économique, notamment quand il y a des chocs au niveau international. On l'a vu notamment durant la pandémie. Donc je pense que voilà, c'est ça le défi, les femmes, de s'inscrire dans cette vision des autorités pour qu'elles soient davantage représentées au sein des élites mauriciennes. Victor, réaction sur ce volet? D'abord, je pense que c'est une volonté politique. C'est une volonté politique qui, pour l'instant, elle n'existe pas. Quand je vois la Il nomenclature, faut rappeler aussi qu'il y a eu la première présidente, hein, Amina Fakim, qui fut la première présidente tout à fait, de 2007 à 2018. tout à fait. Mais juste après, il y a eu un bémol et les femmes ne réussissent plus à se reprendre en charge et pour revenir au niveau de là où, normalement, la politique, l'implication des femmes dans la politique de l'île Maurice devrait se faire. Mais je pense aussi que les tenants du pouvoir actuel devraient normalement faire de telle sorte que les femmes puissent davantage s'impliquer. Ce qui pour l'instant, n'est pas. Je pense beaucoup plus que
les gouvernants poussent les femmes beaucoup plus dans les activités tertiaires, etc., etc. Mais bon, l'île Maurice, c'est un pays jeune. C'est un pays jeune. 1968, l'indépendance, c'est un pays jeune et je pense qu'il y a du chemin à faire et je pense que les femmes prendront leur place. Merci, messieurs. Nous entamons la deuxième partie de l'émission sur le développement économique et durable de l'île Maurice dans quelques instants, juste après la pub. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom et nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission du développement économique et social durable de l'île Maurice, toujours en compagnie justement de nos invités Grégory Sinelli, Michel Betta et Victor Djokoui. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. L'île Maurice, autrefois pays en développement, a opéré une mutation spectaculaire pour devenir un pays nouvellement industrialisé en 3 décennies. Toutefois, l'archipel de l'océan Indien aborde 2025-2026 avec prudence. La croissance ralentit et les finances publiques se tendent. Le modèle mauricien, longtemps salué pour sa diversification et sa stabilité, doit désormais affronter une conjoncture mondiale plus incertaine. L'île Maurice a le désavantage de la taille et de la démographie, ce qui fait que malheureusement, ses performances sont très sensibles aux chocs exogènes. Et être un pays qui pose toute sa performance sur éventuellement le commerce extérieur est une faiblesse. Je pense que l'une des choses que l'île Maurice devrait être en mesure de faire consiste à pouvoir renforcer l'économie domestique, mais également l'économie régionale. Après une performance économique solide en 2024, l'île Maurice anticipe un net ralentissement en 2025. La croissance est attendue entre 3% et 3,2%, freinée par la normalisation du tourisme et une baisse de 4% dans la construction. Parallèlement, le déficit budgétaire a atteint près de 10% du PIB en 2024-2025, portant la dette publique à un niveau historique de 85 à 90% du PIB. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté à laquelle l'île Maurice est confrontée, c'est éventuellement le choc du monde. Et les chocs du monde vont être encore beaucoup plus grands avec tout ce qui est en train de se passer entre Israël et l'Iran. Et donc, il faut diversifier l'économie, il faut intensifier les liens régionaux, l'économie de proximité et pas seulement les performances individuelles. Et c'est de cette façon simplement que l'on peut construire une résilience qui peut être durable. Pour 2026, l'île Maurice prévoit une légère reprise avec une croissance attendue entre 3,3% et 3,4%. Les services seront le principal moteur de cette croissance, soutenu par les investissements publics et les infrastructures, routes, ports, logements. Les réserves de change qui couvrent 13 mois d'importation constituent un filet de sécurité. Toutefois, le gouvernement mauricien adopte des mesures d'austérité incluant la réduction des exonérations fiscales, la hausse de certaines taxes et le relèvement progressif de l'âge de la retraite de 60 à 65%. C'était le reportage de la rédaction sur les perspectives économiques de l'île Maurice. Grégory Sinelli, je me tourne vers vous. Pour 2026, l'île Maurice prévoit une légère reprise avec une croissance attendue entre 3,3% et 3,4%. Le secteur du tourisme reste notamment un pilier majeur de l'économie mauricienne, avec 1,2 million de tourisme enregistrés en 2025. Quels peuvent être ces secteurs-là qui pourraient justement contribuer davantage à cette croissance projetée? Je pense qu'on est dans un nouveau cycle au niveau de Maurice, puisqu'on est dans le cycle, on pourrait dire, post-pandémie, où on est en train de retrouver ses standards en matière de tourisme. On est à plus d'1 million de touristes qui viennent à Maurice. L'idée, c'est de toute façon que son assise puisse continuer à se développer, savoir son assise au niveau de l'économie financière notamment. C'est important pour Maurice. Le tourisme est très important également. Mais aujourd'hui, le plus grand défi pour l'État, en fait, se situe à deux niveaux. C'est notamment au niveau de son budget, puisqu'il y a un déficit budgétaire important, au niveau également de sa dette, puisqu'elle a une dette estimée à 82% du PIB, et que, en fait, quand on regarde l'économie intérieure aujourd'hui, il y a quand même une relative inadéquation entre les personnes actives qui arrivent sur le marché du travail et ce qui est proposé du coup aux Mauriciens. Et là, c'est aussi l'un des défis sur le marché intérieur. Donc, il faut essayer que son économie soit mieux articulée dans ce que Maurice a pu faire sur le plan de l'éducation, etc., ce qui est déjà
de très bons scores, hein, au niveau de l'éducation. On voit que tout le monde a accès à l'éducation parce que l'éducation, elle est gratuite, notamment, que ce soit du primaire jusqu'aux universités. Mais il faut mieux répondre aux besoins du marché pour que Maurice continue son développement et qu'elle ne se retrouve pas à gérer certaines inégalités ou certaines inadéquations, sur le plan intérieur. Michel Betta, comment l'île Maurice peut-elle diversifier son économie au-delà du tourisme et du textile? L'île Maurice, j'ai été surpris lorsque je suivais le Salon international de l'agriculture récemment qui s'est tenu à Paris. Ils ont du cacao, ils ont du chocolat. Je dis, ah ben, non, on parle de diversité, vraiment, eux, ils y vont, hein, parce qu'ils ont quitté le textile, ils ont diversifié leur agriculture au point de le rendre encore plus performant par des produits finis. Donc, l'île Maurice est sur une bonne pente. C'est vrai que on parle de croissance qui a suffisamment baissé dû au choc qu'on a connu avec la Covid, avec les différentes situations. Mais je crois qu'au plan, bon, au plan humain, parce que l'éducation, on l'a dit, notre co-débatteur l'a dit, l'éducation est gratuite. Donc, ça ne peut que engendrer une ressource humaine de qualité. Et on l'a vu aussi, Maurice, sur le plan d'éthique, est très avancé. Hein. La digitalisation des processus au niveau administratif est très avancée. Ça veut dire qu'ils se donnent les moyens. Et moi, je pense qu'en maintenant ce cap-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques difficultés. Hein, puis, c'est pas seulement Maurice, c'est presque l'apanage des pays africains. Mais Maurice tient le bon bout en maintenant ce cap-là avec l'éducation performante, la santé à moins de coûts. On en arrive vraiment à des résultats, hein, extraordinaires. C'est vrai qu'au plan macroéconomique, on peut craindre l'influence des différents chocs, mais au plan micro, hein, au plan national, au plan du pays même, les uns les autres se réjouissent quand même parce qu'on parle de près de 5% de chômage. 5% de chômage, bon, c'est acceptable dans une île où bon, la population n'est pas assez nombreuse quand même. On est près. 5,6% Ce- enregistrés. Voilà, donc je veux dire qu'il y a des performances réelles dans le pays. Il suffit que la stabilité politique étant, l'éducation aidant et la santé appuyant, je crois que Maurice peut maintenir son cap pourvu que ça continue de diversifier l'économie et à maintenir, le tourisme est un atout indéniable de leur économie, à maintenir ce cap-là et je pense que ces chocs-là seront résorbés. Victor, un taux de chômage estimé à 5,6% en 2025 en île Maurice. Comment le système éducatif mauricien peut-il s'adapter aux besoins du marché? Euh, Avant de revenir sur le système éducatif, je voudrais d'emblée dire que la situation économique de récession que connaît l'île Maurice, c'est l'ensemble des pays africains, à peu près, qui ont ce problème-là. Aujourd'hui, vous ne rentrerez pas dans un pays africain où on vous dira que tout va bien, etc., etc. Même le Sénégal, qui, il n'y a pas très longtemps, donnait de l'espoir, lui-même est retombé dans cette récession. Bon. Maintenant, pour répondre à votre question, ce que je reproche aux Occidentaux, c'est vraiment ça. Vous savez, l'histoire nous enseigne que l'île Maurice a été colonisée par les Français qui ont développé la culture de canne à sucre et puis ensuite du copra. D'ailleurs, vous savez qu'on appelait ça Oisland parce qu'il y avait le copra, etc., etc. La difficulté avec les pays occidentaux, c'est qu'ils n'ont pas aidé l'île Maurice, par exemple, à développer la culture du copra ou du canne à sucre, mais ensuite à y investir pour créer des usines. Ils ont toujours exporté. Ce qui fait que l'île Maurice aujourd'hui est à peu près à 15% de l'industrialisation. Moi, je pense que les mêmes problèmes que nous avons en Côte d'Ivoire avec la fuite des jeunes vers l'Occident est exactement le même problème que l'île Maurice a. Ce qu'il faut faire, c'est ils sont bien partis, hein. Ils sont vraiment bien partis parce que la grande partie, notre co-débatteur l'a dit, la grande partie des investissements en Afrique transitent par l'île Maurice. Il faut faire en sorte que les pays africains puissent s'industrialiser.
On a de la matière première, mais la matière première, ce n'est pas une richesse. C'est quand la matière première est développée qu'elle devient une richesse. Donc, il nous faut forcément aller vers l'industrialisation. Et l'île Maurice a les capacités, a les moyens, et je pense que l'île Maurice a les hommes pour le faire. C'est vers ça que je souhaite que l'île Maurice aille. Grégory, je me retourne vers vous. Côté urbanisme, quels sont justement ces défis là, liés à l'urbanisation à l'île Maurice? Ah, ce qui Maurice, là, en fait, elle est, je pense, à un stade aujourd'hui où il convient de perfectionner un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a repéré un peu, on sait quels sont les défauts de sa société et du coup, il faut maintenant perfectionner tout ça. Je pense on est dans un stade, parce que c'est ça quand on est un pays, à la différence de beaucoup de pays sur le continent qui sont à des stades, on va dire, assez, primaires ou secondaires du développement de leur économie. Maurice a des problématiques, on va dire, par rapport au continent, des problèmes, on va dire, de pays qui sont, entre guillemets, «riches» ou aisés, en tout cas. Et donc c'est ça les défis aujourd'hui. Parce que vous voyez bien que quand bien même on essaye, depuis tout à l'heure d'échanger sur, comment peut-on améliorer cela, comment on peut faire ça, on voit que aujourd'hui, je ne pense pas, par exemple, que, Maurice, donne une priorité à son agriculture ou voire même à l'industrialisation. Je pense qu'elle est vraiment plutôt sur le tertiaire et sur l'aspect de son économie financière, parce que c'est là où elle fait sa renommée, c'est là qu'elle a une véritable place sur le continent. Donc on voit bien que les défis sont tout autres pour Maurice et c'est là tout l'enjeu et je pense que moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment une connexion à faire aujourd'hui entre la population mauricienne, sa main-d'œuvre et les défis, notamment tout ce qui est NTIC, tout ce qui est économie financière. C'est vraiment ça pour moi l'enjeu de Maurice, parce que c'est là vraiment qu'on va avoir une forte croissance. Parce que même par exemple, hein, je pourrais prendre aussi un autre exemple, je ne sais pas si vous allez aborder ça, mais si on prend le point sur le secteur du tourisme, aujourd'hui c'est 20% du PIB. Est-ce que Maurice peut faire plus que 20% du PIB? C'est une part déjà assez importante, hein. Si on regarde maintenant, ne serait-ce que la France ou la Tunisie, la part du PIB, ça n'excède pas plus de 10%. Donc vous voyez que c'est ça aujourd'hui le défi des autorités mauriciennes. Michel Betta, justement, comment, réduire les inégalités sociales, à Maurice? Oui, ça, c'est un problème crucial et je pense que la bataille autour des Chagos répond à ce besoin-là aussi. Parce qu'il faut une densité de la population. La population est sur un territoire où la densité est élevée. Il faut essayer, tant bien que mal, de faire en sorte que les populations puissent s'étendre. Elles sont nombreuses sur un territoire assez petit. Il faut qu'elles puissent s'étendre pour que les infrastructures suivent. Alors que quand la densité est élevée dans un secteur, d'un côté, c'est difficile de mettre les infrastructures. On assiste à des quartiers qui se développent de façon anarchique. Et ça, je pense que c'est un défi sur lequel le président élu depuis 2024 et le Premier ministre élu Mmh. en 2024, c'est 24, non? Oui, voilà, en 2024, devra se pencher puisque ce fut je dis, un de ses arguments de campagne. Hein, lutter contre la vie chère, lutter contre les disparités économiques et sociales. Bah, donc, je pense qu'ici, engagé, attendons de voir son bilan. Victor, réaction? Oh, bon, je dis exactement la même chose que Michel Betta. Le Premier ministre avait promis, hein, il avait promis que les quartiers précaires, etc., tout cela disparaîtrait. Qui sont ici engagés, il a promis que la pauvreté allait diminuer, il a promis que les jeunes, et voilà, etc., le chômage allait diminuer, etc. Nous tous, nous l'attendons sur les promesses que lui-même il a fait. Parce que bon, il ne faut pas que ce soit l'apanage des chefs d'État ou des dirigeants africains de faire des promesses et puis de ne pas les réaliser. Quand on fait une promesse, il faut pouvoir réaliser. Et je pense que Maurice a les moyens de le faire. L'autre chose que je veux peut-être reprocher aux dirigeants, c'est de mettre l'accent, et notre ami Grégory l'a dit tout à l'heure, c'est de mettre l'accent sur le secteur financier. Parce que même le secteur financier, qui est très développé, commence à faire penser que l'île Maurice est un paradis fiscal. Bon, et ça, je suis persuadé que ça dessert logiquement Maurice. Donc, il faut pouvoir cadrer ça et puis développer les secteurs comme l'agriculture, la pêche, etc., etc.
Grégory Sinelli, sur le plan changement climatique, justement, quels sont ces obstacles-là, justement, que rencontre l'île Maurice? Bah, ça, c'est propre, en fait, à la région, hein, donc qui est exposée à ces chocs au niveau climatique. Maurice, quand même, essaye, à la différence de certains pays, sans vouloir les nommer, d'avoir des parades par rapport à ça et justement et pour, pas fragiliser les populations et elle est, suffisamment armée justement pour pouvoir agir à ce niveau-là. Tant d'ailleurs que sur le plan des cyclones, qu'aussi au niveau même, je dirais-je, pour, justement tous ceux qui travaillent au niveau de l'agriculture, justement protéger les agriculteurs donc à ce niveau-là, Maurice, je pense est assez, on va dire, préparé et disposé, face à ces impondérables. Michel, quels sont ces impacts du changement climatique sur lesquels le développement durable de l'île Maurice pourrait effectivement se construire? Oui, mais c'est une question essentielle. On connaît l'état de l'île. L'île est entourée de mers, d'océans, et ça ne pardonne pas. Chaque année, l'océan ronge les terres, et là, il faut trouver un moyen de pouvoir bloquer l'avancée assez, je dis, assez forte de l'océan sur les terres, les terres cultivables et les terres habitables. Donc ça, c'est un défi majeur, et l'île seule ne peut pas faire face à cela. Il faut l'y aider en lui apportant les aides nécessaires. Les uns les autres avaient promis à différents sommets d'aider ces pays africains-là à lutter contre le changement climatique, mais les financements ne viennent pas. Ici, il faut prendre un budget, comme on l'a dit, un budget qui sert à plus de la moitié à payer la dette, mais on ne peut pas trouver les moyens de lutter efficacement contre ce changement climatique-là. Donc, je pense que c'est avec l'aide de tous ces partenaires, dont la Grande-Bretagne et les autres pays qui ont établi des territoires là-bas, de venir en aide à ce pays-là pour lutter efficacement contre ce changement climatique-là qui ne fait que pénaliser les populations, surtout en matière de terres cultivables. Réaction, Victor? C'est un problème global. Le problème du réchauffement climatique est un problème global. Et parce que c'est un problème global, ça doit se traiter de façon globale. Ce n'est pas un problème de l'île Maurice. L'île Maurice seule ne pourra rien faire. Euh, il y a eu beaucoup de sommets sur le climat. Et à ces sommets, on a promis des financements qui ne sont jamais venus. Et ça, de toute façon, aussi bien la Côte d'Ivoire que l'île Maurice et tous les autres pays connaissent ce problème-là. Il faut aller plus loin. Les pays développés qui produisent la pollution ne devraient pas aider, ne devraient pas laisser mourir ceux qui ne produisent pas assez de carbone. Vous comprenez donc? Il faut que la Grande-Bretagne, qui est, bon, disons-le, le tuteur, on veut la tuteur de Maurice, puisse l'aider à cela. Il faut que les États-Unis, qui ont des intérêts dans la région, puissent l'aider à cela. S'ils ne le font pas, bon, mais même la France aussi, hein, qui a des intérêts, devrait également aider Maurice à cela, parce qu'il faut que ce problème-là soit traité de façon globale et non de façon individuelle et particulière. On va revenir sur la question de l'immigration des jeunes vers les pays occidentaux, justement pour des raisons soit économiques ou éducatives, qui représentent aussi un défi à relever pour l'île Maurice. Quels sont ces mécanismes-là pour endiguer la fuite de cerveau? Première chose, l'industrialisation. Première chose, l'industrialisation. Ensuite, adéquation, formation, emploi. C'est deux choses. Industrialisation. Une fois qu'on a une adéquation, formation, emploi, les jeunes qui sortent savent où ils doivent être intégrés. Et c'est très important. La difficulté en Afrique, c'est qu'on a une inadéquation, formation, emploi, et puis les entreprises, quand les jeunes veulent rentrer, on leur demande des conditions qui ne sont pas accessibles. On demande à un jeune de fournir une expérience de 5 ans alors qu'il sort de l'école. Bon, mais même quand il intègre une entreprise, on sent que sa formation est approximative et donc, conséquence, bon, l'entreprise n'est plus très intéressée à prendre des personnes sur le marché. Donc, formation, emploi, adéquation. Première chose. Et deuxième, développement du tissu industriel.
Réaction, Michel? Si la question de la fuite des cerveaux, malheureusement, c'est l'attractivité du gain. C'est ça qui explique à quel niveau sont les rémunérations pour ceux qui sortent avec des formations assez musclées, hein, qui peuvent se vendre à l'extérieur. Bon, ils sont appâtés par d'autres propositions qui ne sont pas au fait à Maurice. En Maurice, certainement. Donc, je pense que quand on voit toutes ces questions-là, il faut rehausser le niveau salarial de ceux qui ont les diplômes dont on a besoin pour les maintenir sur place. Sinon, ils vont être tentés de partir. C'est un problème qui est un peu général en Afrique, hein. Bon, on veut la ressource humaine, on veut la ressource humaine de qualité. Quand il est de qualité, il faut mettre les moyens. Et si tu ne mets pas les moyens, il est tenté par d'autres qui sont prêts à payer plus. Donc, Je vais juste compléter. je crois que cette question-là, les autorités en sont suffisamment imprégnées. C'est à elles de prendre des mesures correctives pour pouvoir corriger la fuite, je dis, excessive des cerveaux vers d'autres cieux que de rester dans leur pays. Florian Castillon. J'ajoute rapidement que c'est vrai qu'on a parlé de formation, qu'on a parlé d'etc., mais il y a la volonté politique. Il faut que nos États deviennent des États démocratiques. C'est ça qui ne fait pas fuir. Quand un jeune sait qu'il a de l'espérance ou bien de l'espoir dans un pays, il ne cherche pas à fuir. Mais quand il pense que son avenir est mal engagé, il cherche à fuir et à partir. Donc, volonté politique et démocratie. C'est ça que je voulais ajouter. Grégory Sinelli, réaction sur le volet, le défi justement de la fuite des cerveaux du pays. Moi, ce que je pense, en premier lieu, et ça doit être une véritable priorité pour les autorités mauriciennes, c'est de revoir le système éducatif à Maurice. Je pense, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une inadéquation entre le marché du travail, les besoins de Maurice et sa population active. Donc ça, pour moi, c'est l'un des premiers enjeux. Moi, l'industrialisation, je suis un peu plus réservé pour Maurice. Je dirais dans une économie, on va dire, entre guillemets «lambda» et de manière assez générale, bien évidemment, personne ne peut, disconvenir qu'on a besoin d'une industrialisation. Mais je pense, vous savez, il faut aussi savoir, quel est son environnement, quel est son écosystème. On parle d'un pays, insulaire, on parle d'un pays qui a une population quand même assez minime et je pense que 1,3, environ 1,3 million d'habitants. exactement. Donc moi, je pense que comment cela s'est un peu fomenté, moi je suis vraiment plutôt, dans la direction de par rapport à cette économie financière, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, que justement, qu'il y ait peut-être un tissu économique local qui soit encore beaucoup plus renforcé, que ce soit pas uniquement, une place, pour co comme il a dit, justement tout à l'heure, que ce soit pas uniquement, perçu comme un paradis fiscal. Ça, je pense que là, il y a une véritable mutation à faire au niveau de la financiarisation de son économie. Et après, voilà, les Mauriciens, après, il faut pas que faut voir après comment ces Mauriciens qui quittent le pays, comment ils restent connectés à leur pays d'origine. Parce qu'après, si ce sont des diasporas actives qui vont aussi contribuer à de l'investissement au niveau local, ça peut être aussi intéressant comme modèle. Donc je pense qu'il faut pas on est quand même aussi sur une superficie limitée, donc je pense qu'il faut pas non plus voir cela, forcément de manière traditionnelle comme on l'a sur, beaucoup de nos pays, africains où bien évidemment c'est vu comme quelque chose de négatif à juste titre, l'immigration. Donc voilà un peu pour moi les enjeux pour les autorités mauriciennes. Grégory Sinelli, analyste politique, merci d'avoir été là pour cette, édition d'Africa Newsroom. Merci à vous pour l'invitation. C'est nous. Michel Betta, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Victor Djokoui, merci d'avoir été parmi nous. Je serai à votre disposition. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition d'Africa Newsroom. On se donne rendez-vous pour une autre édition d'Africa Newsroom sur Africa 24.